Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la sclérose en plaques. Avant de commencer, je voudrais remercier Daphné qui m'a beaucoup aidé dans le montage de ce PowerPoint et notamment au niveau de la recherche des images, de la recherche iconographique. Alors quand on parle de sclérose en plaques, on va utiliser l'abréviation SP pour sclérose en plaques dans le Canada francophone, MS pour multiple sclérosis dans le Canada anglophone, et j'ai marqué entre parenthèses SEP pour les Français de France qui utilisent généralement un peu plus ce genre d'abréviation. J'ai mis un œillet parce que l'œillet est la fleur emblématique des levées de fonds pour la sclérose en plaques. Donc, le mois de mai est généralement le mois au Canada, en tout cas le mois de sensibilisation pour la sclérose en plaques. Et depuis 1976, quelques jours avant la fête des mères au mois de mai, des bénévoles vont donner des œillets aux femmes au moment de la fête des mères en échange de dons pour la recherche. Alors, on va parler un petit peu de la situation de la sclérose en plaques dans le monde et plus particulièrement au Canada. Donc, on s'aperçoit quand on regarde la carte ici qu'il y a un code de couleur et que les pays qui sont dans les régions les plus tempérées et surtout dans l'hémisphère nord sont des pays où les risques sont beaucoup plus importants, donc les pays en rouge ici, suivis par les pays en orange. Au Canada, on a à peu près 90 000 cas effectifs de sclérose en plaques. Et on considère que la prévalence est de 291 cas pour 100 000 personnes. Donc, on a vu un gradient, hein, plus on est dans l'hémisphère nord, plus on a de risques de sclérose en plaques. Et en général, ce qui va être pris en considération, c'est l'endroit où on a vécu jusqu'à peu près l'âge de 12 ans. Donc, si je vis au Canada de ma naissance à 12 ans et que je déménage ensuite dans un pays où il y a beaucoup moins de risques comme au Mexique, je vais garder mon pourcentage de risque du Canada. À l'inverse, si je suis née au Mexique et que je vis jusqu'à peu près 12 ans au Mexique et qu'ensuite j'immigre au Canada, je vais garder ma prévalence relativement faible de mon pays de naissance. Donc, il y a très certainement des facteurs environnementaux reliés au climat ou à la position géographique. La sclérose en plaques, donc on l'a dit, elle est très fréquente malheureusement au Canada, et l'âge à peu près du diagnostic, l'âge moyen du diagnostic se fait entre 20 et 50 ans. Il n'y a pas de guérison possible pour cette pathologie-là, mais on verra qu'il y a des traitements, on en parlera un petit peu plus tard. Alors, quelles sont les caractéristiques de la sclérose en plaques? La première caractéristique, c'est que les causes sont inconnues. Jusqu'à l'heure actuelle, jusqu'à maintenant, on ne sait pas les causes exactes de la sclérose en plaques. Bien sûr, on a des hypothèses, on a des idées, on la connaît de mieux en mieux, mais on ne connaît pas les mécanismes exacts qui font que la personne va présenter une pathologie de type sclérose en plaques. C'est une maladie dont on dit qu'elle est polymorphe, hétérogène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de symptômes qui peuvent apparaître et pas toujours les mêmes. Alors, pas toujours les mêmes d'une personne à l'autre, pas toujours les mêmes chez un même individu au cours de l'évolution de la maladie. Donc, ça veut dire qu'en gros, on peut avoir deux personnes qui ont un diagnostic de sclérose en plaques et que ces deux personnes-là ne présentent pas le même tableau clinique. C'est une maladie qui est plus présente chez les femmes. Donc, sur 4 personnes atteintes de la maladie, on considère qu'il y a 3 femmes. Donc, il y a vraiment un gros risque pour les femmes à ce niveau-là. On sait aussi que la maladie, les symptômes visibles de la maladie, c'est la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que c'est vraiment une toute petite partie. On va voir les tremblements, les problèmes linguistiques, la recherche du mot, des choses comme ça, peut-être un peu des troubles de mémoire, des problèmes moteurs. Ça, ce n'est pas la plus grosse partie de la pathologie. Souvent, il y a plein de syndromes qui vont être là, des problèmes d'humeur, des problèmes de sommeil, de respiration, des douleurs chroniques qui reviennent, de la fatigue. Donc, et ça ne se voit pas forcément. Donc, c'est une maladie qui peut être usante, fatigante, et surtout que on n'aura pas forcément de rétroaction de la part des gens parce que les troubles ne sont pas forcément visibles. Alors, comme je le disais tout de suite, il y a énormément de troubles, des tableaux cliniques complètement différents.
Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est la sclérose? Il n'y a pas un seul signe, symptôme qui soit typique de la sclérose. Je ne peux pas dire, ah, si j'ai ce symptôme-là, j'ai la sclérose. Pour qu'une personne ait un diagnostic de sclérose, il va falloir qu'il y ait un ensemble de symptômes qui alertent la personne. Il va falloir ensuite qu'il y ait un examen clinique, neurologique qui soit fait pour voir un petit peu l'ensemble de ces symptômes et comment je dirais, l'intensité, excusez-moi, je cherchais mon mot, l'intensité des symptômes. Et ensuite, il y aura une confirmation lors d'un scan par imagerie par rayonnement magnétique. Et dans ce scan-là, on va vraiment pouvoir confirmer, ça va montrer des lésions qui vont être un peu disséminées dans le système nerveux central. Et ces lésions-là sont sous forme de plaques. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sclérose en plaques. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux d'une personne qui va être atteinte de la sclérose en plaques? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là va avoir des troubles invalidants, etc. Eh bien, c'est parce que il va y avoir des problèmes au niveau de ce qu'on appelle la substance blanche. Et la substance blanche va se dégrader, va être atteinte chez les personnes qui ont une sclérose en plaques. Alors, pour rappeler rapidement quelques notions, la substance blanche, c'est la partie qui permet d'apporter des informations d'un endroit à l'autre dans le système nerveux central. Et plus particulièrement, si on prend un neurone comme on voit ici, la substance blanche, c'est ce qui va entourer l'axone du neurone. Donc, elle va avoir plusieurs fonctions, on y reviendra probablement tout à l'heure, mais cette substance-là, elle est importante. Et quand elle est dégradée, à ce moment-là, elle ne fait plus sa job, elle ne joue plus son rôle. Et à ce moment-là, il y a des troubles dans la communication entre les neurones. Alors, si on revient un petit peu plus sur cette fameuse gaine de myéline, donc on la voit ici, on a une gaine de myéline au niveau du neurone A, on voit la gaine de myéline qui est parfaite, intacte et qui enrobe totalement l'axone avec des petites parties qui sont dénudées. Elle va avoir pour fonction de nourrir, de protéger, d'isoler l'axone, mais également elle va avoir une fonction dans la communication, c'est-à-dire que la gaine de myéline, elle accélère la propagation de l'influx nerveux. Alors l'influx nerveux, il est représenté ici par des informations, par des flèches rouges, excusez-moi. Et donc, on voit dans le premier cas, ça marche bien. Quand la sclérose en plaques commence, donc quand il commence à y avoir des dégradations, on voit que la gaine de myéline se détériore et du coup, l'influx nerveux, donc mes fameuses flèches rouges, ils sont moins présentes. Il continue à y avoir de la communication, mais elle est très nettement affectée, elle est très nettement amoindrie. Et quand la pathologie continue et qu'il n'y a plus du tout de gaine de myéline, à ce moment-là, il y a un arrêt dans la propagation de l'influx nerveux. Donc, le fait que les neurones et les grandes fibres ne sont plus capables de communiquer de façon aussi performante, c'est ça qui va induire finalement des troubles et des problèmes sous forme de symptômes. On l'a vu tout à l'heure, la maladie se passe dans le système nerveux central, c'est-à-dire dans le cerveau, la moelle épinière. Ça peut être à n'importe quel endroit. Donc, et c'est pour ça que je vous parlais d'une maladie polymorphe, d'hétérogénéité, c'est que peu importe l'endroit où c'est, si c'est dans le système nerveux, ça va avoir une implication, et généralement une implication comportementale. Donc, on va avoir des déficits qui vont se transformer en symptômes. Dont certains, comme je le disais tout à l'heure, qui ne sont pas forcément visibles. Juste si vous voulez un petit peu plus d'informations, il y a d'autres capsules sur ma chaîne qui parlent de la gaine de myéline, qui parlent des neurones, etc. Alors, comme on vient de le dire, le lieu de prédilection de la maladie, c'est le système nerveux central, c'est là où on trouve de la gaine de myéline. Donc, en fonction des endroits qui vont être atteints, il va y avoir des symptômes correspondants. Mais on n'aura pas tous les symptômes à la fois et on n'aura pas toujours tous les mêmes symptômes. Donc, si j'ai une lésion au niveau du temporal, donc, qui est un peu en mauve ici, du temporal profond, le système limbique, par exemple, à ce moment-là, je peux avoir des problèmes au niveau de mes émotions ou je vais avoir des problèmes au niveau de la mémoire. Si c'est mon cervelet qui va être altéré, à ce moment-là, les troubles que je vais présenter, ça va être probablement des pertes d'équilibre.
je ne vais pas être handicapée à la marche en tant qu'activité motrice, mais je vais avoir du mal à garder ma stabilité, donc je vais avoir des problèmes d'équilibre, ce qu'on appelle les démarches ébrieuses. Si c'est au niveau frontal, bon, là, il y a une multitude de choses qui peuvent arriver, mais on a une zone de motricité, donc je peux avoir une dégradation au niveau de la motricité, et on peut aussi avoir des troubles cognitifs, puisqu'on a, au niveau frontal, on va avoir une zone pour la mémoire à court terme, par exemple, ou une zone pour le raisonnement, etc. Donc ça, c'est des fonctions cognitives qui peuvent être altérées dans la pathologie. Si c'est au niveau pariétal, au niveau pariétal, j'ai une grosse zone sensorielle, donc ma sensibilité tactile, par exemple. Donc, je peux avoir des douleurs un peu, ou des inconforts, ou des picotements, etc., qui vont apparaître. Si c'est au niveau occipital, donc ça peut être un peu plus relié à la vision, aux couleurs, des problèmes de couleurs, etc. Si c'est au niveau du tronc cérébral, le tronc cérébral, il a beaucoup de zones où on a des relais moteurs, des relais sensoriels. Donc là aussi, je peux avoir une multitude de troubles moteurs ou sensoriels. Mais ça peut être aussi des troubles qui sont un peu plus difficiles à décrire à quel endroit vont être positionnés les plaques. Donc, je peux avoir des problèmes au niveau du contrôle de ma vessie, je peux avoir des problèmes au niveau des yeux, des névrites optiques, si c'est le nerf optique qui est atteint, etc. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités de symptômes. Donc, on revient un petit peu sur ce qu'on a dit, polymorphe, multifactoriel, évolution imprévisible et impact différent en fonction des personnes qui vont être atteintes. Donc, ça rejoint un petit peu, je ne vais pas passer beaucoup de temps, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir 2 personnes qui vont être atteintes et qui ne vont pas avoir le même tableau clinique. Donc, on le voit ici, une personne peut avoir des troubles moteurs conséquents, tellement importants que la personne va être dans l'impossibilité de marcher, donc va être en fauteuil roulant. D'autres qui vont avoir des problèmes plutôt de la sensibilité, à ressentir les choses, d'autres des problèmes d'équilibre, d'autres des problèmes au niveau de la luminosité qui ne vont pas la supporter, d'autres plus des problèmes cognitifs reliés à la mémoire, d'autres des problèmes au niveau de l'humeur, etc. Donc, c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. Et la maladie arrive sous forme de poussées, je vais en reparler un petit peu plus tard. Donc, on a des poussées de symptômes qui arrivent et qui se résorbent, des périodes correctes, plus une poussée, etc. Et ça se résorbe et ça revient. Donc, pendant les poussées, pendant chacune des poussées, les symptômes peuvent être différents, une espèce de vague de symptômes qui arrivent et qui ne sont pas forcément les mêmes d'une poussée à une autre. Chacune des poussées risque de laisser avoir des effets incapacitants, voire un handicap qui s'installe par la suite. Donc, si on revient aux différentes formes de sclérose, donc je vous ai dit, il y a différents symptômes, mais il y a aussi différentes évolutions un petit peu dans la sclérose. Donc, il y a plusieurs formes de la maladie. Et très schématiquement, on a 2 grands types de sclérose en plaques. On a une forme qu'on appelle une forme qui va évoluer par poussée. Donc, comme je vous disais, on a l'arrivée de façon assez rapide de symptômes qui s'installent puis qui sont résorbés par la médication ou par le temps. Et le retour en arrière, la régression des symptômes, elle peut être complète, mais pas forcément. Et souvent, il va rester une espèce de petits, comme on voit ici, des petites séquelles, je cherchais le mot. Il va rester des séquelles qui ne vont pas être majeures, mais à chaque fois que la personne va avoir une poussée, il y a un risque de séquelles, puis il y a un risque d'accumulation des séquelles. Donc, comme on le voit un petit peu sur le premier schéma ici, vous voyez qu'ici, on revient à la norme, et après, il y a des séquelles, puis des séquelles, puis des séquelles. Donc, finalement, on en arrive à une incapacité qui augmente et qui pourrait aller vers un handicap permanent. Pourquoi est-ce que les symptômes ne se résorbent pas tous complètement? Pour la simple et bonne raison que quand les symptômes se résorbent, c'est qu'il y a une remyélinisation, donc on récupère un petit peu la myéline qui avait été altérée, sauf qu'en général, la remyélinisation, elle est de moins bonne qualité. Donc au début, ça passe un peu, mais au fur et à mesure des remyélinisations, on n'a pas une myéline de très bonne qualité, ce qui fait qu'on ne récupère pas l'intégralité des fonctions. La deuxième grande forme, elle se fait sans poussée, c'est ce qu'on appelle une forme progressive.
Donc, on a plutôt une détérioration relativement lente. C'est un petit peu plus ce qu'on voit ici de la maladie, hein, qui se détériore, revient un peu, se détériore. Et là, on a plus de risque d'avoir des fonctions handicapantes, un handicap permanent, pardon, qui se mettent en place. Puis après, on a différentes possibilités. Donc, on peut avoir une forme, comme on voit ici, qui commence par une forme de poussée-rémission. Puis ensuite, on a une forme progressive secondaire qui arrive pas après. Et puis, on peut avoir le mélange des deux, c'est-à-dire avoir une forme avec des poussées et en même temps une forme progressive, donc, où là, on a le plus de risques finalement d'avoir des handicaps. Donc, si je regarde un petit peu par rapport au schéma qui est ici, en premier ici, on a la forme cyclique poussée-rémission, hein, avec des intensités de poussée variables, des durées entre les poussées qui sont variables également, pardon. C'est à peu près, en début de pathologie, c'est à peu près 85% des personnes qui vont être atteintes de la sclérose. Ensuite, on a la forme, comme je vous ai, qui commence en poussée-rémission, puis ensuite avec la forme progressive. On a la forme progressive dès le départ qui est à peu près 10%, et on a la forme progressive plus des poussées surajoutées, où c'est un peu moins de 5% de la population qui sont atteints de sclérose. Donc, les symptômes, on en a parlé plusieurs fois. Je ne vais pas y revenir de façon, mais je voulais juste, peut-être que j'insiste un peu là, mais pour dire qu'il y avait vraiment beaucoup de possibilités. Donc, des troubles de vue, on a parlé un petit peu de la névrite optique, si le nerf optique est inflammé. Ça peut être des problèmes au niveau de la vessie, ça peut être mes muscles qui sont trop rigides, qui vont me... Je ne vais pas être empêché de fonctionner au niveau moteur, mais j'aurai tellement de rigidité musculaire que ça va être difficile de marcher ou fatigant de marcher. Les problèmes de fatigue, j'en ai parlé, beaucoup de problèmes sensitifs, etc. La fatigue, c'est quelque chose qui est assez récurrent et assez fréquent chez toutes les personnes qui vont être atteintes de sclérose en plaques. Ça peut être une fatigue aussi bien physique que mentale. Physique parce que la partie motrice, musculaire, elle est altérée, mais au niveau mental, hein, on sait qu'il y a des problèmes cognitifs, donc la charge cognitive, elle est plus difficile et puis elle peut provoquer de la fatigue mentale parce qu'il y a besoin de mettre des efforts cognitifs supplémentaires pour résoudre certaines tâches. La fatigue, elle peut être primaire, comme on le voit ici, hein, donc elle va l'être parce que la personne combat une inflammation, il y a la réparation de l'organisme et les réseaux qui sous-tendent la gestion de la fatigue eux-mêmes peuvent être altérés. Donc, c'est ce qu'on appelle la fatigue primaire. Et puis, il y a toutes les fatigues secondaires, ce dont je vous avais parlé. Pourquoi ? Parce qu'il faut lutter, entre guillemets, contre les symptômes, les tremblements, les problèmes de vessie, etc. Et, il y a des médicaments qu'on prend pour essayer de soigner ça qui peuvent aussi fatiguer. La dépression, les troubles du sommeil, tout ça, hein, ça va venir augmenter le capital de fatigue de la personne. Les risques de dépression, de troubles du sommeil sont assez élevés au niveau de personnes qui ont la sclérose en plaques. C'est des choses qu'il faut surveiller assez régulièrement. Alors, les causes de la maladie, comme on l'a dit tout à l'heure, les causes exactes, la cause exacte ou les causes exactes sont inconnues, hein, mais les hypothèses qui sont de plus en plus utilisées, c'est que c'est une maladie auto-immune, donc une maladie où le système nerveux s'attaque directement, le système immunitaire s'attaque directement au système nerveux, et dans ce cas-là, les cellules qui sont censées combattre les pathologies, les virus pour l'organisme, ils vont décréter à ce moment-là que la myéline est quelque chose de dangereux et ils vont s'attaquer à la myéline. Donc, par erreur, ils vont aller attaquer des molécules qui sont très bonnes pour l'organisme. Donc,
est-ce qu'il y a des risques génétiques? On sait que dans certaines familles, il y a plusieurs personnes qui vont être atteintes de la sclérose. Donc, il faut parler des risques génétiques. En tout cas, la question, elle est légitime. On peut se poser la question. En fait, on sait que ce n'est pas une maladie qui est ni héréditaire, ni transmissible de façon directe. On va en reparler un petit peu après. Mais les chercheurs commencent à identifier ce qu'on appelle un terrain génétique favorable au développement. Donc, il y a une susceptibilité génétique qui existe, mais pas une question de transmission directe génétique d'une personne à une autre. Donc, comme on le voit ici, hein, la transmission génétique qu'on connaît, mendélienne, elle fonctionne très bien dans les pathologies dégénératives comme la maladie de Huntington, où si une personne est porteuse de la maladie, on peut calculer les risques de la progéniture d'être plus ou moins porteur de la pathologie. Dans la sclérose en plaques, quand une personne est atteinte, on n'a aucune idée des risques sur la progéniture. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une transmission qui respecte les lois mendéliennes et donc on n'est pas capable de calculer les facteurs de risque par rapport à ça. C'est sûr que si on a quelqu'un dans sa famille qui est atteint, il faut rester vigilant, il faut regarder, mais il n'y a absolument aucune possibilité de voir un petit peu le risque auquel on est soumis par rapport à la pathologie. Alors, les facteurs de risque de la pathologie, on les a identifiés, hein, enfin, en tout cas, on en a identifié certains. Donc, d'abord, le sexe, on en a déjà parlé. Hein, le risque de sclérose en plaques est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes, ça, c'est très clair. Les antécédents familiaux, on vient d'en parler. Hein, donc, oui, il n'y a pas de transmission mendélienne, mais si on a un proche qui est atteint, à ce moment-là, on a un pourcentage de risque de contracter la maladie qui augmente à 3%. Si on a un jumeau monozygote, donc un vrai jumeau, et que ce jumeau-là est atteint, là, le facteur de risque, il est à 30%. Les facteurs environnementaux, on en a parlé au début de la capsule, hein, les maladies sont fréquentes dans les climats, dans l'hémisphère nord, dans les climats tempérés, Canada, nord des États-Unis, Europe du Nord, etc., par rapport au Mexique, où à ce moment-là, on n'a pas du tout les mêmes risques. Il y a quelques statistiques qui, au niveau des facteurs environnementaux qui disent que la sclérose en plaques est plus fréquente chez les habitants des villes que chez les habitants de la campagne. Donc, on aurait pu présupposer des facteurs liés à la pollution, etc. Mais dans la même étude, je crois, si ma mémoire est bonne, on parle des habitants des villes, mais qui ont des revenus élevés. Et là, pourquoi les revenus élevés seraient plus enclins? Donc, il y a probablement des facteurs connexes qu'on n'a pas encore identifiés. On a dit tout de suite aussi qu'il y avait un patrimoine génétique spécifique, plus favorable, qui est basé sur plusieurs gènes, donc là aussi qui est très difficile à identifier. Et puis, on sait que maintenant que c'est une maladie auto-immune, qu'il y a à ce moment-là, chez les personnes qui ont ce fameux patrimoine génétique spécifique, il y aurait la possibilité de déclencher le fait que les cellules immunitaires viennent attaquer la gaine de myéline. Alors, il faut la condition sous-jacente, hein, l'espèce de patrimoine génétique qui offre cette susceptibilité-là, mais il faut aussi probablement un facteur déclencheur externe. Alors, on ne sait pas encore exactement. Beaucoup pensent que ça pourrait être un virus latent, ou un virus qui n'a rien à voir, puis qui est bénin, comme on a parlé du virus de la grippe, virus de la varicelle, virus de l'herpès, etc., et qui soit est latent, se réveillerait, ou au bout d'un certain temps, aurait cette fonction d'activer les cellules immunitaires pour qu'ils viennent attaquer la gaine de myéline.
Alors, pour le diagnostic, on l'a dit tout à l'heure, ça prend un examen neurologique assez complet, les réflexes, tous les mouvements oculaires, la force, les sensations, la coordination, etc. Donc, déjà de voir un neurologue pour établir cet examen-là, un pré-diagnostic si on veut. Et ensuite, il va falloir confirmer tout ça avec un IRM. Donc, on voit ici des IRM, donc le système nerveux central, le cerveau et la moelle épinière. Donc, on voit, c'est marqué par des petites flèches rouges. Vous voyez des petites taches blanches ici. Là, c'est les plaques. Là, c'est sur le nerf optique où on a des taches blanches qui représentent le déficit en myéline, puis une petite tache au niveau de la moelle épinière. On peut aussi passer un test de potentiel évoqué. Alors, le potentiel évoqué, c'est pour, en gros, ce que ça fait, c'est que ça permet de calculer un petit peu la rapidité de la propagation de l'influx nerveux. Donc, forcément, hein, si on fait un potentiel évoqué, on aura un influx nerveux qui va se déplacer beaucoup moins vite parce que, à cause de la perte de myéline, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, la propagation se fait de façon moins optimale, beaucoup plus lente. Et il va falloir également qu'on ait au moins 2 poussées distinctes. Distinctes, ça veut dire qu'il faut au moins qu'il y ait 30 jours. Il faut qu'il y ait une première poussée, rémission des symptômes, 30 jours de latence et une deuxième poussée. C'est minimum 30 jours, ça peut être plus que ça. Hein. Il y a des personnes qui vont faire 1 ou 2 poussées dans l'année, ou il y en a qui vont en faire plus, mais c'est un minimum de 30 jours. En deçà de 30 jours, en général, on va considérer que c'est la même poussée. Il y a déjà eu des cas, mais c'est extrêmement rare, puis j'ai pas les références complètement en tête, mais il y a déjà eu des cas où il y a des personnes qui ont fait une poussée de type sclérotique, donc qui ont eu des symptômes, qui ont passé un IRM, on voit des plaques sur l'IRM, il y a eu rémission, il n'y a jamais eu d'autres poussées. Généralement, c'est des poussées qui surviennent après des stress très intenses, très lourds, donc il y aurait à l'occasion, et c'est très, très, très rare, je vous l'ai dit, ce genre de choses, mais ça ne sera jamais déclaré comme étant une sclérose en plaques. Pourquoi? Parce que la personne, elle a eu une poussée une fois dans sa vie, point. Il n'y a pas eu d'autres, donc à ce moment-là, on ne parle pas de maladie neurodégénérative de type sclérose en plaques. Alors, c'est une maladie qui ne se guérit pas, on l'a dit dès le départ, mais évidemment, on ne va pas laisser les personnes avec leurs troubles. Il y a différents types de traitements. Il y a 3 grands axes de traitement. Alors, et puis pour tous ces traitements-là, évidemment, l'objectif, il est de faire en sorte que la personne soit le plus fonctionnelle possible, ait une meilleure qualité de vie. Et pour les traitements de fond, on y reviendra, mais l'objectif maximal à l'heure actuelle, je dirais, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de poussées possible. Pourquoi? On l'a vu tout à l'heure, on a dit que quand il y avait une poussée puis qu'il y avait rémission, on pouvait garder des séquelles, puis on ne veut pas qu'il y ait une accumulation de séquelles. Donc, de façon mathématique, je dirais, plus il y a de poussées, plus il y a de risque de séquelles, plus il y a de risque de handicap à venir. Moins il y a de poussées, moins on est susceptible de garder des séquelles. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de ralentir au maximum les poussées pour que la personne ait le moins de troubles résiduels possibles. Alors, on a, en premier, on va trouver le traitement des poussées, parce que non seulement on veut qu'il y ait le moins de poussées, mais on veut aussi que chaque poussée dure le moins longtemps possible, hein, pour qu'elle soit, pour qu'elle aille le moins possible à son paroxysme de symptômes. Donc, on va traiter les poussées généralement avec des corticoïdes en perfusion pour réduire la durée de la poussée, que la personne revienne à un niveau de fonctionnalité. On a le traitement des symptômes, soit des symptômes résiduels que la personne va avoir, ou des symptômes comorbides. On a parlé, les problèmes de sommeil, de dépression ne sont pas toujours pendant les poussées. Hein, on peut les avoir de façon régulière, la fatigue, toutes ces choses-là. On va vraiment essayer de travailler là-dessus pour que la personne ait une meilleure qualité de vie. Et enfin, les traitements de fond, ce dont je vous parlais tout à l'heure sur cette diapo, qui sont des traitements assez lourds en général et qui vont faire en sorte que les poussées, on va essayer d'écarter au maximum les poussées. Alors, il y a beaucoup de traitements de fond qui existent, beaucoup plus que ce que j'ai amené ici. Santé Canada
en a accepté plusieurs, il y en a d'autres qui sont encore à l'étude, etc. Donc, c'est un domaine où il y a encore beaucoup de recherches. Alors, on a les deux premiers qui sont présentés ici, Avonex et Betaseron, c'est des interférons, c'est ce qu'on appelle des immunomodulateurs. Et ils vont agir en bloquant l'activité des cellules immunitaires et ils vont limiter leur passage dans le système nerveux central, là où ces cellules, elles attaquent la myéline. Donc, on va essayer de faire en sorte que les attaquants de la myéline soient moins nombreux dans le système nerveux central. La Copaxone, c'est un procédé un petit peu différent. On va essayer de générer des cellules immunitaires, mais qui sont moins dangereuses pour la myéline. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire attaquer la Copaxone, qui est une substance qui ressemble un petit peu à la myéline, mais pas complètement, ce qui fait qu'on va avoir des cellules qui vont s'attaquer, mais ces cellules-là ne vont pas s'attaquer à la forme exacte de la myéline. Donc, ce qui fait que quand elles vont s'attaquer à la myéline, ça va être beaucoup moins fort et on espère qu'il y ait moins à ce moment-là de conséquences dramatiques, virulentes pour la personne. Le Tysabri, qui lui va empêcher également les cellules de rentrer dans le système nerveux central. En fait, les cellules doivent passer par la barrière hémato-encéphalique pour rentrer dans le système nerveux central et elles doivent utiliser d'autres cellules spécifiques pour rentrer dans le système nerveux central. Tysabri va à ce moment-là faire en sorte que les cellules qui permettent le passage soient moins disponibles et donc là encore d'avoir moins de cellules qui attaquent la myéline dans le système nerveux central. Tous ces traitements-là sont des traitements qui sont sous forme d'injection, qui se font soit tous les 2 jours, soit par des perfusions au mois, etc. Et c'est des traitements qui sont excessivement chers. J'avais regardé les prix, je pense que le moins cher est dans ça doit être Copaxone avec 16 000 $ par année. Et un des plus chers, ça doit être Tysabri, pour le moins de 40 000 $ par année. Donc, c'est clair que la personne ne peut pas, à moins d'être vraiment extrêmement riche, la personne ne peut pas subvenir à ces traitements. Et tous ces traitements-là sont généralement pris en charge par les systèmes de santé des personnes ou Santé Canada. Il y a également tout un tas de mesures non médicamenteuses que la personne peut mettre en place. Donc, ce n'est pas spécifique à la sclérose en plaques, mais c'est des choses qui sont très importantes pour la sclérose. Donc, d'abord, réduire le stress, aller vers la relaxation, c'est toujours très bon. Et comme dans plein d'autres pathologies, le stress est un déclencheur, est un élément qui va intensifier les poussées, déclencher les poussées. On peut faire de la physiothérapie pour essayer d'améliorer son activité au niveau musculaire, au niveau des articulations, etc. L'activité physique, en général, on va la demander de façon modérée. Pourquoi? Parce que chez beaucoup de personnes, la chaleur active les poussées et donc l'activité physique aussi peut faire une montée de chaleur. Donc, chez certaines personnes, on va leur demander de faire attention. Chez d'autres personnes, elles seront assez chanceuses pour qu'elles ne soient pas sensibles à la chaleur. Et on va demander, on va préconiser aux gens de suivre une diète également pour se sentir mieux. Si la personne a des troubles de l'humeur, une psychothérapie est probablement la bienvenue. La chaleur, j'en ai parlé au niveau de l'activité physique, on va demander d'éviter la chaleur. Alors, c'est sûr qu'au Canada, l'été, quand il y a des chaleurs intenses, on ne peut pas faire grand-chose, mais il faut essayer d'être dans des endroits qui sont bien ventilés, à l'air conditionné, etc. Mais surtout d'éviter de s'exposer comme des bains tourbillonnants, des douches très chaudes, etc. Et on va souvent demander aux personnes de recevoir le vaccin contre la grippe régulièrement, justement pour ne pas être soumis régulièrement à ces virus qui pourraient activer encore plus un petit peu le système. Alors, les voies de recherche, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, elles sont très actives. Au Canada, il y a même beaucoup de laboratoires qui travaillent pour des nouvelles médications, des nouvelles molécules, des nouvelles façons d'administrer les molécules, etc. Donc, on est vraiment dans l'hypothèse, c'est plus qu'une hypothèse, mais on travaille vraiment sur l'idée d'une maladie auto-immune. Donc, beaucoup de médicaments contre les anticorps immunes très spécifiques qui s'attaquent à la myéline, comme j'ai parlé un petit peu tout à l'heure.
on essaie des facteurs de croissance qui pourraient aider à faire en sorte que la myéline se restaure plus et mieux, une meilleure qualité de myéline entre les poussées, et des traitements avec les cellules souches, mais là, on est au niveau très expérimental. Ça a été testé chez certains, mais les premiers qui ont été admissibles à ce genre de traitement, c'est des gens qui avaient des formes très virulentes de la pathologie avec beaucoup de risques de handicap. Alors, si on récapitule un petit peu la pathologie, donc j'ai mis des flèches un petit peu partout sur le schéma. Donc, on voit la myéline du neurone. Ici, on a l'impression que c'est des espèces de marshmallows qui ont été à moitié mangés. Donc, la gaine de myéline devient inefficace. Elle se fait attaquer par des cellules, et donc la communication, elle n'est pas optimale et elle est réduite. Et ça va déclencher tout un tas de symptômes comme le signe de l'hermite. Alors, le signe de l'hermite, c'est une espèce de courant électrique au niveau du cou. Ça va déclencher des problèmes au niveau du nerf optique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais de la faiblesse musculaire. On voit que là, il lâche la tasse. Ça va déclencher des problèmes de sensibilité, donc des picotements qu'on va retrouver. On avait des paresthésies un petit peu partout. Et puis, les corticostéroïdes, les interférons, etc., c'est les traitements qu'on peut utiliser. Alors, les corticoïdes pour réduire la poussée, les interférons et puis le tisabri, plus pour essayer d'espacer, donc des traitements plus de fond pour espacer. On sait que la pathologie, elle se déclenche entre 15 et 50 ans, mais l'âge des personnes le plus à risque, ou là où il y a le plus de diagnostics, c'est entre 20 et 25 ans où on a le plus gros des diagnostics. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. J'ai peut-être été un petit peu longue, il y avait beaucoup de choses à en dire. Donc, merci et on se retrouve dans une prochaine capsule. Au revoir.